Bonjour à tous, on va commencer dans quelques secondes en espérant faire aussi venir tous les passionnés de préscolaire et d'éducation en Afrique. Euh, Est-ce que, Ouda, je peux te demander du coup de partager les slides également et comme ça, Bonjour. Oui, bien sûr. on- merci beaucoup. Merci à tous de répondre présent. On est vraiment super contents de faire cette session ensemble, la FMPS et ID Insight aujourd'hui. C'est peut-être l'occasion aussi de pratiquer. Donc, c'est une session en français. Il n'y en a pas tant que ça chez du local, donc on espère que c'est aussi une bonne occasion pour les uns et les autres de pratiquer. Et puis, voilà, donc aujourd'hui, on veut vraiment vous parler de ce partenariat, de cette démarche que la FMPS a d'apprendre, de s'améliorer en utilisant le suivi-évaluation. Et donc, l'objectif de cette session, c'est de partager cette expérience-là, les innovations qui permettent à la FMPS de travailler aujourd'hui à, à vraiment améliorer les résultats et les compétences et la confiance des enfants dans leur début d'année de vie et le début de leur vie à l'école finalement, d'une certaine manière. Donc pour cette session, notre agenda, c'est donc de vous parler du système de suivi et évaluation de la FMPS, de vous parler en particulier de l'approche d'évaluation qu'on a adoptée depuis quelques années, et en particulier de l'évaluation de compétences et de l'évaluation de fin de cycle qu'on a eu l'occasion de finaliser l'année dernière ensemble. On va vous parler des résultats qu'on a trouvés sur cette évaluation des compétences continues, qui est vraiment euh, la cheville ouvrière, la colonne vertébrale de la FMTS, et puis de cette évaluation de fin de cycle, et comment ces résultats parlent avec la plateforme de suivi et évaluation qui est intégrée dans le modèle de la FMPS. Et puis on parlera à la fin de quelques prochaines étapes, et puis on sera ravis de parler, de répondre à vos questions si vous en avez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir du coup d'introduire mes collègues Kautar El Hatabi, qui est chef de service suivi et évaluation à la FMPS, euh, Houda Biout, qui est chef de division suivi et évaluation à la FMPS, et puis Catalina Salas, qui est senior manager chez Insight. Et puis voilà, je suis là pour présenter tout le monde, mais je suis Lorraine D'Anglejean, associée directeur chez Insight, et ravie vraiment de lancer cette session aujourd'hui et de laisser la parole à Hoda pour vous présenter un peu mieux la mission de la FMPS. Merci beaucoup. Merci Lorraine. Bonjour tout le monde. On est très content aujourd'hui de pouvoir participer à cet événement. C'est notre deuxième fois en tant que FEPS avec ID Insights. Donc, sans trop tarder, je vais parler un petit peu de la mission de la FMPS et de ce qu'elle fait aujourd'hui. Alors, la FMPS est le principal délégataire du service public pour le préscolaire au Maroc. Elle gère plus de 70% du préscolaire et depuis sa création, elle est engagée pleinement dans un préscolaire de qualité. Donc, elle travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation, du préscolaire et des Sports, ainsi qu'avec l'Initiative nationale du développement humain, dans un but de créer un préscolaire, de créer et de généraliser un préscolaire équitable et de qualité. Donc, à date d'aujourd'hui, elle a pu développer un réseau qui s'étale à plus de 24 000 classes, offrant une capacité d'accueil de plus de 500 000 enfants par an. Alors, la FMPS, elle opère à travers quatre piliers qui lui permettent d'asseoir ce modèle de préscolaire. Donc, elle est là pour gérer, pour faire un rôle central dans la gestion. Et là, on parle de la gestion des classes, on parle de tout ce qui est aménagement, création, construction, équipement des classes. On a le volet qui est sur le recrutement et la formation des éducateurs, que ce soit la formation initiale ou la formation continue. On a ensuite le volet de la mise en œuvre d'un système de labellisation
pour les associations gestionnaires des classes préscolaires. Et là, c'est un système qu'on offre pour les associations qui cherchent à avoir un label de qualité et qui cherchent à s'inspirer du modèle de la FMPS, étant le modèle de référence au Maroc. Et puis finalement, on a la mise en place d'un système d'évaluation des acquisitions des enfants. Et ça, c'est un pilier majeur dans notre vision qui nous permet à la fois de suivre le développement de l'enfant et de déterminer les lacunes et les points de force afin de bien accompagner ces enfants et les préparer pour le primaire. Donc, avant de partir un peu dans le détail, je vais un peu mettre du contexte par rapport à l'initiation ou comment le système de suivi d'évaluation a vu le jour. Donc, la FMPS, en collaboration étroite avec ID Insight, a mis en place un système de suivi d'évaluation pour soutenir ce plan ou cette stratégie nationale de généralisation du préscolaire. Donc, le but initial était de suivre le progrès, de cerner les défis et d'avoir des décisions qui sont fondées sur des données courantes. Donc, on avait deux piliers à suivre, deux buts majeurs qui étaient d'effectuer un suivi régulier de la création et la gestion des unités préscolaires, surtout pour la phase où on était là pour créer et pour aménager les unités préscolaires. Et puis après, le deuxième volet qu'on va étaler sur toute la présentation et qu'on va voir un peu en détail, c'est le suivi régulier des compétences des enfants et le renforcement de ces acquis suite aux évaluations qui seront faites. Donc, le système, il suit 4 étapes cruciales. On a la phase de la collecte. Et là, on a adopté une méthode hybride. On a une collecte qui est digitalisée et une collecte papier. La première, celle digitalisée, c'est pour avoir une information centralisée de tout le Maroc. On parle de 12 régions, 82 provinces et, comme on a dit tout à l'heure, plus de 24 000 classes. Et une approche papier qui nous permet de garder une traçabilité et qui sert pour tout ce qui est supervision lorsque l'encadrant part à l'école pour voir comment l'éducatrice fait ses évaluations au sein de l'unité préscolaire. Puis, le deuxième volet, la deuxième étape du circuit dans la plateforme de suivi d'évaluation, c'est la gestion de l'information. Donc là, c'est la partie où on nettoie et on arrange tout ce qui est information et on met des mécanismes de vérification pour s'assurer que effectivement ces données collectées sont les bonnes, elles sont de qualité, elles sont fiables. On a par exemple des prises de photos qui se font lors de la saisie pour s'assurer que effectivement l'évaluation a été bien faite. Et ensuite, on a la partie visualisation. Comme on a dit tout à l'heure, on a un énorme nombre de data qui est collecté à travers le royaume. On a des données qui sont centralisées et on veut que chaque acteur puisse avoir l'information qui lui est pertinente pour son quotidien. Donc, on parle de l'éducateur, de superviseur, des unités centrales, que ce soit les équipes de pédagogie ou les équipes de suivi d'évaluation. Donc, ça se fait à travers la création de tableaux de bord, c'est-à-dire la visualisation de ces éléments. Donc, je vais partir un peu en détail. Je vais donner un exemple sur la partie éducateur. Donc, la plateforme d'évaluation, c'est, comme vous pouvez voir à droite sur l'écran, on a un ensemble de modules et on a ce qu'on appelle l'outil éducateur. Et ceci est valable aussi pour toutes les personnes. On a l'outil éducateur, on a l'outil pour l'ERP, on a la vision pour l'équipe, on a la vision centralisée pour la direction générale. Sur l'outil éducateur, on a une visibilité en temps réel des évaluations. Donc, il présente une lecture détaillée qui permet à l'éducateur, par exemple, là, on est en train de voir l'éducateur, de voir sa classe en détail. Alors, il peut choisir la province. Comme on a dit tout à l'heure, on a la région, on a les provinces. Donc, il choisit la province, la section de la classe. Comme on est en train de parler de préscolaire, ça peut être la moyenne de la grande section, l'année scolaire, puis après le semestre. Donc, il a une visibilité sur la saisie des évaluations qui sont faites dans la classe. Et puis, le score moyen des enfants dans sa classe, c'est-à-dire la répartition des notes entre A, B et C dans le domaine d'apprentissage. Pour expliquer, une note de A, c'est une note où l'enfant a pu développer des compétences et on parle d'un score qui est supérieur à 75%. Et une note de B entre 50 et 75, c'est une compétence qui est en cours de développement. Et puis, on a la note de C, c'est-à-dire un score moyen, inférieur à 50%, qui exprime que l'enfant n'a pas pu développer cette compétence. Et donc, à travers ce tableau de bord qui nous permet de voir le nombre d'enfants, la répartition des enfants par rapport au score, l'éducatrice peut définir ou bien voir sur quel domaine elle a des enfants qui ont des difficultés et quelles sont les pratiques qu'elle pourra mettre par la suite pour les renforcer. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne lui permet pas uniquement de voir la classe dans sa totalité, mais de faire un suivi individualisé par enfant.
Donc, par exemple, là, elle a la liste des enfants. Elle peut partir choisir un enfant et visualiser de manière détaillée les scores qu'elle a eus pour chaque pratique. Et ça, c'est très utile pour qu'elle puisse faire un suivi individualisé de cet enfant et de définir un plan d'accompagnement si c'est nécessaire. Donc, ceci dit, pour vous donner plus de détails sur ce que c'est ces domaines d'apprentissage et l'approche d'évaluation adoptée, je cède la parole à ma collègue Kautar pour qu'elle puisse rentrer plus en détail dans ces éléments. Alors, merci beaucoup, Huda. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, avant d'entamer l'approche adoptée pour élaborer ou bien pour mettre en place le système de suivi et évaluation des enfants, je me permets de vous présenter les deux types d'évaluation adoptés par la FMPS. Donc, la première évaluation, il s'agit d'une évaluation continue des compétences des enfants. Alors, cette évaluation a pour objectif de collecter des données essentielles qui permettent de suivre de manière continue la progression ou bien le développement global des enfants dans l'ensemble des domaines d'apprentissage et ce, tout au long de l'année scolaire. Donc, cette évaluation a pour objectif d'identifier les bonnes pratiques éducatives ainsi que les points faibles à améliorer, que ce soit chez les éducatrices ou bien au niveau du programme pédagogique, et ainsi d'identifier les lacunes des enfants afin de mettre en place des interventions pédagogiques ciblées. Et si l'éducatrice peut organiser des séances de remédiation ou bien de consolidation en faveur des enfants ayant des lacunes et qui ont été identifiés à travers l'évaluation. Pour le deuxième type d'évaluation, il s'agit de l'évaluation de fin de cycle. Comme son nom l'indique, c'est une évaluation qui est effectuée à la fin du cycle préscolaire et qui a pour objectif principal de vérifier si l'enfant a pu atteindre le profil de sortie défini pour ce cycle d'enseignement. Et aussi, il permet d'évaluer l'acquisition des prérequis ou bien des compétences fondamentales et indispensables en vue de garantir une transition fluide et une intégration réussie à l'école primaire. Donc, pareil, il permet aussi d'identifier les lacunes des enfants afin de mettre en place des interventions pédagogiques afin que l'enfant quitte le préscolaire. Alors, ici, juste pour vous mettre en situation, l'approche adoptée par la FMPS est pareille pour les deux types d'évaluation. Donc, la seule différence réside dans le fait que la première évaluation, ce sont des évaluations qui se font tout au long de l'année et s'appuient sur des indicateurs de suivi et qui s'alignent avec l'état d'avancement du programme pédagogique. Alors que la deuxième évaluation, c'est une évaluation de fin de cycle qui se fait à la fin du cycle préscolaire et s'appuie sur le profil de sortie de l'enfant et touche tout le cycle préscolaire. Alors, ici, pour vous mettre un peu dans le contexte, pour mettre en place le système de suivi et évaluation des enfants, on s'est basé sur le cadre curriculaire de l'enseignement préscolaire du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, qui a été conçu en collaboration avec l'UNICEF en 2018 dans le cadre de la réforme de l'enseignement préscolaire au Maroc. Donc, ce cadre est un document de référence et d'orientation qui permet de faciliter l'insertion et l'intégration des enfants dans un préscolaire de qualité. Donc, ce cadre curriculaire stipule ou bien cible un développement de 6 compétences éducatives chez un enfant de préscolaire. Alors, chaque compétence fondamentale fait partie d'un domaine d'apprentissage. Et si on parle de 6 domaines d'apprentissage sur lesquels on s'est basé pour élaborer notre grille d'évaluation. Donc, par exemple, le premier domaine, il s'agit de l'exploration de soi et de l'environnement. Le deuxième domaine, c'est l'organisation de la pensée. Le troisième domaine, c'est l'expression linguistique et communication. Le quatrième domaine, c'est le comportement sensorimoteur. Le cinquième, c'est l'aspect artistique et esthétique. Et finalement, valeurs et règles de vie commune. Donc, on va voir en détail chaque domaine d'apprentissage est traduit par une compétence fondamentale à développer chez l'enfant. Donc, par exemple, pour le premier domaine, l'enfant doit développer la compétence de la disposition des outils d'observation, de découverte de soi et de l'espace environnemental et technologique. Le deuxième domaine, ou bien la compétence qui doit développer l'enfant à cet âge,
c'est la possession des outils de l'organisation de la pensée et de la construction des processus mentaux primaires. La troisième compétence à développer, c'est l'acquisition des outils linguistiques et de communication susceptibles à aider l'enfant à lire et à écrire plus tard. Quatrième compétence à développer, c'est le contrôle des mouvements. Il s'agit de la motricité fine et la motricité globale qui permet de diriger l'enfant à organiser, à exécuter les différentes positions du corps. Le cinquième domaine, bien la cinquième compétence à développer chez l'enfant, c'est la disposition à recevoir et accepter les produits artistiques et esthétiques et acquérir les outils de base de l'expression artistique. Et finalement, c'est la réception et l'acceptation des valeurs religieuses et nationales et les règles de vie communes. Alors, comme je disais, afin de mettre en place le système d'évaluation des enfants, de suivi évaluation des enfants, on a élaboré une grille d'évaluation qui se structure comme suit. Donc, la grille d'évaluation se compose des domaines d'apprentissage. Chaque domaine d'apprentissage est traduit par une compétence fondamentale à développer chez l'enfant. Chaque compétence est décortiquée en sous-compétences et chaque sous-compétence est traduite par un indicateur pour qu'elle soit mesurable, et évaluable et observable en classe. Donc, en général, nous avons des indicateurs répartis entre l'évaluation continue des compétences des enfants et l'évaluation continue. Pour la première évaluation, comme je disais, on a des évaluations qui s'appuient sur des indicateurs de suivi et ces indicateurs, la mise en œuvre des indicateurs se fait tout au long de l'année scolaire. Par exemple, nous avons un nombre de 27 indicateurs pour la moyenne section et 24 pour la grande section. Et pour l'évaluation de fin de cycle, nous avons un total de 30 indicateurs qui se fait à la fin du cycle préscolaire. Donc, en général, les méthodes utilisées pour évaluer un enfant de préscolaire, ils se répartissent en deux méthodes. La première, c'est l'observation des pratiques de l'enfant, c'est-à-dire on peut évaluer l'enfant à travers une activité pratique, c'est-à-dire on l'observe lors du brossage des dents, par exemple, ou bien de lavage des mains, etc. Ou bien à travers un jeu, c'est-à-dire on donne à un enfant un jeu de cartes, un jeu de puzzle, bien un jeu de parcours, et l'éducatrice observe l'enfant pendant le jeu et note ses observations dans l'outil de collecte. La deuxième méthode, c'est information rapportée par l'enfant à travers deux types d'évaluation, soit en posant des questions directes à l'enfant, ou bien à travers une fiche d'activité que réalise l'enfant pendant l'activité, par exemple une activité de coloriage, de graphisme, etc. Donc, je vous présente un exemple de fiche d'évaluation. C'est un instrument de collecte de données. Tout à l'heure, ma collègue Ouda parlait d'une approche hybride adoptée pour collecter les données ou bien les résultats d'évaluation. Voilà la première approche ou bien le premier outil, c'est un outil papier que l'éducatrice sur laquelle l'éducatrice saisit les résultats des enfants. Donc, nous avons deux feuilles. La première feuille, vraiment, ce sont des instructions données à l'éducatrice pour l'accompagner, pour mettre en œuvre l'activité en classe. Et la deuxième feuille, il s'agit d'une feuille pour saisir les résultats des enfants. Et par la suite, c'est une feuille papier pour garder la traçabilité des évaluations en classe. Et par la suite, l'éducatrice saisit ces évaluations dans la plateforme utilisée, la plateforme digitale utilisée pour la saisie des résultats. Et finalement, pour réussir cette étape d'évaluation et pour mener des évaluations efficaces, on a passé par plusieurs étapes essentielles pour réussir cette étape. Donc, la première étape, c'était le développement des outils nécessaires. Donc, il était très important d'outiller les éducatrices par tous les outils nécessaires pour mieux guider cette évaluation au terrain. La première étape, c'était la préparation des fiches d'évaluation. La deuxième étape, c'était l'élaboration du guide d'orientation des éducateurs. Ce guide dispose de toutes les orientations nécessaires pour guider l'éducatrice en classe. Et troisièmement, c'était la conception des fiches d'activité de l'enfant. Donc, même les fiches d'activité
des enfants sont conçus au niveau central. Nous avons une équipe pédagogique qui est chargée de faire toutes les fiches d'activité, tout le programme pédagogique réalisé en classe. La deuxième étape, c'était la mise en place du calendrier d'évaluation. Donc, même le calendrier d'évaluation est conçu au niveau central par l'équipe pédagogique qui comprend la programmation des activités d'évaluation et bien sûr qui doit être aligné avec l'état d'avancement des activités ou bien du programme pédagogique en classe. Et finalement, on a organisé plusieurs sessions de formation pour le staff éducatif afin de l'outiller et de lui permettre de mieux mener l'évaluation au terrain et bien maîtriser l'approche d'évaluation, les outils, la saisie de données, etc. Bon, c'est tout pour l'approche d'évaluation. Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à Catalina pour continuer et vous présenter la conception de l'EDC. Merci à vous. Merci, Kautar. Donc, comme on vient de mentionner, il y a deux types d'évaluation, chacun avec un but très différent. Donc, on commence avec l'évaluation des compétences. Comme on a déjà expliqué, cette évaluation, c'est dédié plutôt à évaluer les suivis à travers le temps. On a des données depuis 2019 et c'est là qu'on commence à évaluer. Donc, pour la conception et les points des analyses de l'évaluation des compétences, Huda, tu peux passer le slide. Donc, il y a deux points importants. On se focalise sur la fiabilisation des données et après la suivi de la progression des enfants. Donc, c'est la première fois qu'on fait l'exercice avec devoir d'explorer les données et commencer à évaluer leur fiabilité. Donc, comme Kautar vient d'expliquer, il y a plusieurs sources de données et il faut savoir s'ils sont fiables ou non. Et pour ça, on évalue la comparabilité des données à travers le temps. On voit si la justesse des évaluations menées par les éducateurs et on contrôle la qualité de ces données. Une fois qu'on peut être sûr et se rassurer sur la qualité de ces données, on passe à évaluer les suivis des enfants et on voit la progression des enfants à travers le temps et on évalue différentes caractéristiques, soit dans l'environnement d'apprentissage, soit des caractéristiques personnelles des enfants ou des caractéristiques personnelles des enseignants. Et la corrélation avec la performance des enfants au niveau scolaire. Et en termes de méthodologie, on utilise des statistiques descriptives pour explorer la relation, l'interaction entre les variables. Donc, on pense dans taille de classe et performance de l'élève, nombre d'absences et la performance des élèves. Et ici, les corrélations nous disent seulement en quelle mesure une variable est relationnée avec l'autre, donc c'est une tendance positive, et comment l'autre change de manière positive ou négative. Et pour savoir si c'est statistiquement significatif, cette différence et cette relation, on utilise les tests. C'est important de dire qu'en ce moment-là, on ne part pas d'une évaluation d'impact, donc on ne part pas d'une causalité, on est toujours dans la situation d'une corrélation entre les variables. Et donc, pour faire cette évaluation, on utilise différents types de sources de données. C'est que c'est super intéressant parce qu'on a toutes les données de l'évaluation des compétences. On soustrait des informations de sources CTO directement, telles que les listes des enfants ou les listes des éducateurs. Et après, on utilise des données administratives de la FMPS qui nous permet de lier cette caractéristique de laquelle on parle, l'expérience des éducateurs, le nombre de formations, avec la performance des enfants. Et c'est comme ça qu'on construit les différents indicateurs. En termes de résultats de cette évaluation, donc on commence avec le suivi longitudinal et comparatif des notes des enfants par domaine. Donc, on parle de 6 domaines qu'on a bien expliqué. On commence en 2020, dans l'année 2020-2021 scolaire, et on finit avec l'année dernière, 2023-2024. Et on voit qu'on
en manière générale, il y a un comportement qui se ressemble dans toutes les années. Et il y a quelques valeurs extrêmes comme en 2022-2023 pour la compétence numéro 5. Mais au niveau général, la tendance reste similaire, c'est que c'est un bon signe. Après, on voit les suivis et on analyse par corps. Donc, c'est-à-dire les enfants qui ont commencé la préscolarisation en 2021, on voit toute leur trajectoire et dans le côté graphique à droite, on voit celles qui sont commencées en 2022, 2023 et on voit les progressions. On voit que dans cette graphie, il y a la moyenne, mais on voit aussi les corps, les élèves les plus performants, les 10% les plus performants et les 10% les plus faibles. Et on voit que la distribution reste assez concentrée, que c'est positif et toujours au-dessus des 60%. Donc, et on voit qu'il y a un bon comportement, une performance des élèves et que les corps de 2022-2023 ont tendance plus cohérent à travers le temps, plus stable. Et pour les corrélations entre les conditions d'apprentissage et les performances des enfants, on analyse la taille des classes et donc on fait une division entre la taille de 1 à 25 et plus de 25. Et on voit que dans une classe plus petite, c'est-à-dire moins de 25 enfants par classe, la performance est un peu meilleure et un peu mieux, mais la différence reste faible. Pour le nombre d'heures enseignées, la différence est, bon, c'est de 1 à 5 heures enseignées par jour et plus de 5 heures par jour. On voit qu'au général, les élèves avec nombre d'heures de plus de 5 heures performent mieux. Mais ici, la différence reste encore plus faible. Donc, on ne peut pas parler d'une différence statistiquement significative. Par contre, ce que c'est très intéressant, c'est que dans toutes les années, ces comportements se répètent, que de toute façon restent positifs. Maintenant, on passe à la conception de l'évaluation de fin de cycle. Donc, maintenant, on analyse surtout l'enfant à la fin des préscolaires. Et donc, c'est un moment dans le temps. Et on a réalisé une évaluation particulière pour l'année 2023-2024. On a commencé avec la création des outils de collecte de données partant de toute l'explication de Kautar avec les guides d'observation et on a fait des outils de contrôle de la qualité assez forts pour pouvoir contrôler la qualité pendant la collecte de données. On a formé l'équipe, surtout des sièges, a formé l'équipe de terrain de la FMPS et c'est eux qui ont aidé pour la collecte de données pour cette évaluation. Après, on a passé à la mise en œuvre. Et pendant la mise en œuvre, on a fait les vérifications à haute fréquence hebdomadaire. Donc, chaque jour, on s'est parlé entre les terrains, l'équipe siège de la FMPS et ID Insight pour se coordonner et pouvoir prendre des mesures en temps réel pour améliorer et contrôler la qualité des données. Et on a aussi réalisé des visites des terrains aléatoires, surtout dans la région de Rabat et Hanifra. Après, la collecte a duré à peu près 2 semaines avec un délai entre quelques jours entre une soumission et autre. Mais en général, c'était bien passé. Et une fois que ça s'est fini, on a passé à l'analyse des données et on a préparé un rapport très détaillé et qui s'était aussi distribué au ministère de l'Éducation. Donc, pour la méthodologie d'échantillonnage, on parle de 12 régions du région de Maroc. Donc, tous les pays est compris, avec un critère des éducateurs avec plus d'une année d'ancienneté. On a priorisé les classes dans les mêmes unités préscolaires et à peu près environ plus de 15 enfants inscrits par classe. Donc, comme résultat, cette évaluation c'était conçu pour après 25 000 enfants et presque 1300 éducateurs et éducatrices. Et cet exercice, c'était en termes de méthodologie. On s'est posé plusieurs questions de recherche.
toujours, on commence avec la fiabilité et la validité des données. Donc, on se pose la question si les questionnaires d'évaluation de fin de cycle permettent-ils d'obtenir des informations sur les 6 domaines d'apprentissage que la FNPS souhaitait évaluer. Et pour ça, on a fait des analyses factorielles pour comprendre si les domaines évaluent tel comme ils devraient chaque compétence. Et ça, c'est au niveau d'exemple. Mais après, on passe aux questions des profils des enfants en fin de cycle. Quels sont les facteurs les plus susceptibles d'influencer les compétences? Et donc, toute cette question, c'était reçu. Bon, on les a traitées et on passe aux résultats. Donc, on voit que ici, on voit les notes. On fait, comme Patty rappelle de ce que Huda nous avait dit, A, c'est supérieur à 75, B, entre 50 et 75, et C, dessus 50. Mais dans ce cas, on a ajouté aussi D, que c'est au-dessus de 25. Et on voit que les 2 domaines d'apprentissage avec les taux les plus élevés de D, que c'est les plus faibles, c'est l'expression de linguistique et communication en français et en arabe. Là, c'est compréhensible parce que ce type de domaine, c'est les plus exigeants pour les enfants et surtout en français que ce n'est pas leur langue maternelle. Après, on passe à voir l'analyse pour chaque région. On voit que le score moyen de cette évaluation était supérieur à 75 pour toutes les régions, ce qui est très positif. Mais ce type de graphique nous aide à voir qu'il y a des régions qui performent mieux, comme Henifra, et il y a des régions qui sont un peu à l'arrière, comme Dakhla, Oued et Taha, mais toujours au-dessus des 75. Maintenant, on voit les caractéristiques des enfants et leurs résultats. Donc, en termes de genre, dans cette évaluation, les filles performent mieux que les garçons. Et en termes de type de classe, donc on a les multiniveaux et les classes standards et on voit que, et peut-être que ce n'est pas intuitif, mais ces enfants de classe multiniveau performent mieux. Donc, on pense que peut-être que ce partage entre différents niveaux, ça aide à leur performance. Et en termes de durée de scolarisation, les enfants qui étaient plus d'1 an inscrits dans le système préscolaire, en général, performent mieux, que c'est aussi quelque chose d'intuitif. Et maintenant, je donne la parole à Huda qui va nous faire plus clairement les liens entre la plateforme et les suivis et évaluations. Merci Catalina, merci beaucoup pour toutes ces explications. Comme on vient de voir avec les collègues, l'ensemble des données qu'on collecte et les analyses qu'on a fait, ils sont assez enrichissants. Ils nous permettent de prendre des décisions qui sont fondées sur des données probantes. Et comme l'a dit Catalina, je vais un peu faire le lien entre la plateforme et ce système. En fait, ce suivi et cette analyse et ce système dans sa totalité nous permet d'avoir, premièrement, des données qui sont collectées de manière centralisée et qui sont structurées. Donc, on parle de saisie systématique des résultats d'évaluation directement par les éducateurs. Il n'y a pas d'intermédiaire. On parle de données qui sont accessibles en temps réel à tout le monde, à tous les niveaux. On a aussi une visualisation dynamique et multiniveau. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a l'éducateur, on a la partie centrale, on a le superviseur et on a des visualisations assez détaillées, que ce soit par classe, par écoute, par zone ou globalement par région. On a aussi une alimentation directe de l'analyse et du pilotage, comme les résultats partagés par Catalina, toutes ces informations, que ce soit le défi qu'on a sur la partie expression linguistique et communication, et ou bien les différences qu'on a entre les régions, ce sont des pistes qu'on peut exploiter pour identifier les tendances et les faiblesses et bien préparer des plans d'action pour accompagner soit les provinces, soit les enfants, soit les éducateurs au niveau des apprentissages. Et puis finalement, tout ce qui est ajustement des pratiques pédagogiques ou planification de formation ciblée pour les éducateurs
ou orientation des visites de superviseurs. Comme vous savez, on parle d'un terrain qui est assez large, c'est tout le Maroc, avec un effectif de 700 superviseurs pour plus de 24 000, bon, plus de 23 000 éducateurs. Donc, il faut bien cibler ces visites, surtout les visites terrain. Ceci dit, on peut dire que le système et la plateforme suivi-évaluation est vraiment le socle pour qu'on puisse prendre des décisions fondées et qui nous permettent d'avoir des résultats et de concrétiser cette vision de préscolaire de qualité équitable. Donc, comme on l'a vu sur les deux évaluations, on peut identifier des pistes d'amélioration ou des modèles à explorer. On parle principalement de fait d'affiner continuellement les outils et de renforcer les compétences, c'est-à-dire enrichir régulièrement les instruments d'évaluation pour suivre l'évolution des pratiques pédagogiques, d'avoir une supervision assez renforcée et d'optimiser les délais, le respect des délais, surtout en termes de soumission ou d'exécution des pratiques, et finalement de valoriser davantage l'exploitation des données, c'est-à-dire que ces tableaux de bord qu'on a développés aujourd'hui, qui sont accessibles à tout le monde, soient utilisés de la bonne manière, de la correcte manière, et sur lesquels on peut bien s'appuyer pour accompagner nos enfants et offrir ce préscolaire de qualité. Et ceci dit, ben, je laisse la parole à ma collègue Catalina pour parler un peu d'une approche qui pourrait répondre plutôt à ces défis ou bien les relever un peu. Donc, Catalina. Merci, Huda. Donc, comme on vient d'expliquer, il y a une valeur immense d'une forte suivi-évaluation et il faut valoriser les systèmes que la FMPS est en train de travailler depuis des années. Donc, on va dans l'avenir essayer de faire une approche de A/B testing, que c'est des expérimentations courtes. On compare des types de tests, expérimentation, soit un notch pour envoyer les enseignants et cet enfant a une absence, appelle ses parents. Donc, on voit quel type de testing on peut faire en utilisant la plateforme de suivi-évaluation et voir qui marche mieux dans une période courte et faire des ajustements plus rapides. Donc, c'est là qu'on peut faire une prochaine étape pour toujours capitaliser sur ce qu'on est en train de travailler et rester à jour dans l'évolution des suivis et évaluations. Merci beaucoup pour votre attention et je laisse ouvert l'espace à Lorraine et pour modérer s'il y a questions du public. Merci. Merci, Catalina. Alors, comme, en attendant que le public pose éventuellement certaines questions, du coup, j'en ai préparé quelques-unes pour vous. Donc, peut-être une première question pour les équipes de la FMPS. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus enfin, voilà, cette approche que vous avez d'apprentissage, de mise en place d'un système intégré de suivi? euh, Elle est vraiment innovante. C'est rare de voir des fondations, même si dans le scolaire, il y a un peu plus cette pratique d'évaluation parce que les enseignants et les éducateurs ont l'habitude de, voilà, de suivre un peu les élèves comme ça. C'est quand même assez rare de le porter à une échelle organisationnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette je dirais presque transformation de cette manière de travailler très itérative, très apprenante. Oui, qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, merci Lorraine pour cette question. En fait, le fait de se pencher sur un système de suivi-évaluation, c'est une conviction qui est non seulement de la FMPS, mais bon, principalement de la FMPS et de sa vision stratégique, mais ça vient dans la continuité d'un travail qui a été initialement
démarré avec l'INDH qui souhaitait à l'époque poursuivre la création des UP qui lui sont confiés. Et sur cette base, ben, en tant qu'acteur de référence, le fait qu'on souhaite bien offrir un préscolaire de qualité à nos enfants, et comme on est à 70%, le suivi, c'est vraiment un pilier très important pour nous. Et le faire de manière digitalisée, de manière comme ça, qui nous permet de collecter l'information depuis le terrain et qu'elle soit en temps réel distribuée ou bien visualisée au niveau de la centrale et au niveau du terrain, c'est vraiment une opportunité pour nous pour rectifier le tir quand il y a besoin, d'identifier les tendances et d'offrir ce préscolaire de qualité, d'accompagner nos enfants au max et bien sûr de continuer dans cette démarche d'amélioration continue, que ce soit sur nos pratiques pédagogiques, les formations qui sont dispensées à nos éducateurs, ou bien tout ce qui est outils et composants d'apprentissage pour nos enfants. Donc, je crois que c'est vraiment un pilier important pour offrir ce préscolaire de qualité. Et bien sûr, ça va bien euh, dans la démarche de généralisation d'un préscolaire de qualité initiée par Sa Majesté en 2018. Ouais, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais de toute façon, on est là pour répondre. Bah, je me lance sur une deuxième je sais, puisqu'il n'y en a pas dans le chat pour l'instant, mais un autre chose que j'aimerais bien voilà, vous entendre, enfin, sur laquelle j'aimerais bien vous entendre, Catalina a présenté à la toute fin, du coup, euh, ces nouvelles perspectives, d'essayer de voir dans quelle mesure on peut encore mieux valoriser cette plateforme pour améliorer aussi le rôle des éducateurs et in fine les résultats des élèves. Est-ce que vous avez d'autres perspectives, d'autres choses sur lesquelles vous voudriez travailler, à la fois au niveau du suivi-évaluation, donc de la division, euh, voilà, de cette division-là, mais aussi à la FMPS? Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de vos projets? Alors, pour répondre à ta question, tout d'abord, Lorraine, en fait, oui, le suivi d'évaluation, c'est pas uniquement le fait, ces pistes d'amélioration dont tu as parlé, Catalina, tout à l'heure, c'est pas uniquement pour la partie où on parle de suivi de développement de l'enfant. Effectivement, avec les A/B testing, peut-être on pourra un peu cerner toutes ces difficultés et ces faiblesses qu'on avait un peu identifiées à travers les analyses qui ont été faites, que ce soit sur le décès ou sur l'évaluation de fin de cycle. Mais aussi, ça nous permettrait, comme j'ai dit tout à l'heure, de rester dans cette approche ou dans cette logique d'amélioration continue, que ce soit pour les apprentissages, que ce soit pour la formation des éducateurs, les méthodes, les pratiques pédagogiques adoptées, que ce soit pour l'excellence opérationnelle. C'est tout un champ sur lequel intervient la FRPS avec tous ces acteurs. Parce qu'aujourd'hui, si on fait le suivi au niveau du terrain, ça n'englobe pas uniquement l'enfant ou l'éducateur, c'est aussi un système tel qu'il est conçu, notre fiabilité de données, tout ça, ça se regroupe dans le système. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à tes questions. Je crois qu'il y a aussi une question dans le chat. Alors, compte tenu de l'ampleur nationale de ce système suivi et évaluation qui couvre des milliers d'enfants, quels ont été les grands défis rencontrés lors de sa mise à l'échelle pour la FMS? Bon, le plus grand défi qu'on avait rencontré à l'époque, c'était 2-1. C'est, alors, il y a toujours cette partie de conduite de changement là. On introduit un truc qui est nouveau et on souhaite que tout le monde adhère. Et puis après, il y avait cette vision de pouvoir former. Alors, à l'époque, quand on a mis à l'échelle, on avait 18 000 éducateurs. Donc, on avait ce challenge de former et de passer l'information à tout le monde. C'est vrai que c'était une réussite à travers un système de cascade. Quand on a formé des champions qui sont, eux, par la suite, pris cette mission de former à tour de rôle jusqu'à pouvoir atteindre l'ensemble des éducateurs. Et aussi, il y avait des contraintes qu'on a rencontrées pour l'utilisation au niveau terrain des outils digitalisés, puisque on était sur le papier, on est passé un peu sur le digital. Donc ça aussi, ça a été une contrainte. Mais avec l'accompagnement qui a été très régulier, le fait qu'on soit là pour nos éducateurs, pour nos superviseurs, pour les accompagner, que ce soit pour cette mise en œuvre de manière digitalisée ou pour tout ce qui est collecte, on a pu, jusqu'à date d'aujourd'hui, réussir à avoir
des données. Ben, l'année dernière, on a eu des données sur plus de 300 000 enfants pour tout ce qui est évaluation continue des enfants. Et on a eu, pour le pilote de l'évaluation, des données sur 29 000 enfants sur le Maroc. Donc, comme tout programme qui était un peu en pilote, puis après il est passé à l'échelle, on a eu pas mal de défis, mais je pense qu'on a pu un peu surmonter, soulever jusqu'à aujourd'hui. Sur ça, est-ce que vous avez eu des retours des éducatrices, des éducateurs avec qui vous travaillez sur bah, leurs difficultés et, euh, et peut-être, ouais, est-ce que ils ont vu l'intérêt et ils voient ça plus comme une contrainte ou comme quelque chose d'utile pour eux? Merci Lorraine pour cette question. Alors, il y a deux volets. Lorsqu'on met en place l'évaluation au terrain, il y a deux volets. Le premier volet qui est pédagogique, il était facile et assimilé par les éducatrices, étant donné que les activités rentrent dans le programme pédagogique. Il y avait le deuxième aspect, ou le deuxième volet, c'était le volet technique. Il y avait quelques problèmes techniques, c'est le fait de s'adapter avec un nouveau outil digitalisé qu'on a utilisé. Donc, il y avait quelques problèmes comme, par exemple, parce qu'on fait une extraction ou bien on prend les informations, bien la data depuis notre système d'information qui est l'ERP, et puis on alimente notre outil de collecte qui est destiné à l'évaluation. Donc, parfois, l'éducatrice ne trouve pas son devoir ou bien ne trouve pas la liste des enfants, etc. Mais comme ma collègue Ouda a dit, on a pu surmonter ces problèmes grâce à un suivi rigoureux avec toute l'équipe, que ce soit l'équipe terrain. Nous avons des superviseurs qui accompagnent ces éducateurs pour surmonter tous les problèmes sur place. Il y a notre équipe qui est au niveau central qui fait un suivi régulier pour toujours régler ces problèmes techniques. Donc voilà. Merci. Je change un tout petit peu de sujet, mais je pense que ça peut intéresser certains dans la salle. La, la révolution de l'intelligence artificielle, si on peut dire, ou en tout cas l'intelligence artificielle est maintenant sur toutes les lèvres. C'est pas du tout le sujet de G-Local cette année, mais ça aurait pu. Euh, et, euh, et je voulais savoir dans quelle mesure, voilà, comment vous pensez, alors c'est peut-être pas exactement l'intelligence artificielle, mais vous travaillez déjà avec une plateforme digitale. Comment la digitalisation des pratiques, l'EdTech, le développement des nouveaux outils liés à l'intelligence artificielle et au-delà sur l'outil technologique transforme votre métier d'une certaine manière. Euh, voilà, comment vous voyez ces perspectives-là aussi? Alors, je me permets de répondre à cette question. En fait, comme tu l'as dit, Lorraine, aujourd'hui, l'IA, c'est, c'est le sujet du temps. Donc, tout le monde parle d'IA. En fait, si on part sur la partie où on travaille, nous, avec le système tel qu'il a été conçu, donc un système digitalisé, l'avantage pour nous aujourd'hui, c'est qu'on a une vision un peu globale sur tout le Maroc. Si ce n'était pas digitalisé, on n'aurait pas pu savoir sur un petit patelin qui est situé dans une ville où l'accès est très difficile, comment sont les enfants, comment est le niveau de développement de ces enfants. Et aussi, on n'aurait pas pu définir quelles sont les tendances, si on était bien, si on était mauvais. Donc, ça ne rentre pas dans tout ce qui est amélioration continue. Mais aussi, et ce que je dis peut-être nous, pour l'IA, ça serait intéressant de travailler, de la rendre au service de nos éducateurs, étant donné qu'ils sont nombreux. C'est au lieu d'avoir comme j'ai dit tout à l'heure, on a parlé de nombre de SEP comparé au nombre d'éducateurs, parfois l'éducatrice a besoin d'informations sur le champ. Et au lieu de solliciter son superviseur, qui peut être peut-être en visite ou sollicité par une autre éducatrice, l'accessibilité à l'IA pourra lui faciliter la tâche, que ce soit en termes d'adapter sa pratique pédagogique, peut-être demander comment faire, faire cette pratique pour surmonter tel blocage,
ça pourrait être intéressant à mettre en œuvre, surtout pour nos éducateurs, pour leur faciliter tout ce qui est accessibilité aux formations, accessibilité aux données des élèves, afin de mieux accompagner les élèves qu'elle a dans sa classe. Donc, c'est là où je vois l'intérêt de l'IA pour nous en tant que fondation. Un des éléments que j'avais aussi en tête et je me demandais si vous vouliez en parler, c'est l'intégration des parents. Parce que c'est vrai que ben, à l'école, c'est pas, enfin, voilà, tout ce qui se passe à l'école, en fait, est renforcé ou pas au niveau des ménages et des parents. Et c'est particulièrement important pour le préscolaire, où les enfants sont vraiment en construction de leur identité et le rôle des parents est clé pour renforcer les messages finalement sur lesquels vous travaillez et les compétences sur lesquelles vous travaillez au quotidien. Euh, Peut-être nous raconter un peu comment vous intégrez les parents. Quelle est votre démarche pour enfin, les parents ou les personnes qui s'occupent des enfants. Euh, donc la démarche pour les intégrer et peut-être aussi dans quelle mesure les nouveaux outils technologiques peuvent vous aider pour renforcer le lien parents-école. Merci beaucoup, Lorraine. Alors, effectivement, le rôle des parents est très important et primordial dans le développement de leurs enfants. Donc, au niveau d'évaluation, déjà, nous avons des grilles d'évaluation, ou bien ils s'appellent les acquisitions. Après chaque, nous travaillons avec notre programme pédagogique, nous avons 3 projets thématiques. Alors, après la fin de chaque projet thématique, euh, nous faisons des réunions avec les parents pour leur donner la grille de leurs enfants, pour savoir vraiment où leurs enfants se situent par rapport aux compétences que l'éducatrice a travaillé avec les enfants pendant l'année scolaire. Donc, ça, d'un côté. D'autre côté, au niveau digital, aujourd'hui, les directrices d'école ou bien il y a des éducatrices qui utilisent WhatsApp, par exemple, des groupes WhatsApp pour informer au quotidien les parents sur l'état d'avancement de leur enfant, s'il a un problème, etc. Donc, ici, le parent puisse travailler avec son enfant à la maison pour que ça soit une continuité entre la classe et la maison. Donc, la classe et la maison, vraiment, c'est complémentaire et c'est lié entre eux pour que l'enfant puisse développer ses compétences dans un environnement qui est favorable et propice. Merci beaucoup. Avant de vous laisser le mot de la fin, Ouda et Kautar, pour clore cette discussion vraiment super intéressante, je vais peut-être juste remercier très rapidement aussi les partenaires techniques et financiers qui accompagnent ce travail. Je pense en particulier à la Fondation pour l'innovation et du développement qui a accompagné l'année dernière le travail ensemble, mais aussi l'INDH qui est un soutien fort de la FMPS depuis quelques années. Je pense à la Fondation Equidna qui a aussi euh, travaillé avec nous pour accompagner ces partenariats. Et puis, j'espère l'année prochaine revenir ici, vous présenter des nouveaux résultats et remercier encore d'autres nouveaux partenaires financiers. Voilà, je vous laisse aussi le mot de la fin côté FMPS. Mais merci pour tous ces éclairages vraiment passionnants. Merci Lorraine. Je tiens à remercier tout le monde d'avoir répondu présent à cette présentation. Et j'aimerais réexprimer ma joie d'avoir pu participer une deuxième fois à cet événement et d'avoir pu montrer ce qui a été réalisé depuis la première fois où on avait participé. Et comme tu l'as dit, Lorraine, on espère être présent l'année prochaine pour pouvoir présenter d'autres innovations, d'autres transformations qu'on est en train de travailler sur et de pouvoir partager cette expérience de l'AFMPS qui est assez enrichissante comme, euh, comme expérience. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je remercie tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup, Lorraine. Merci.